Poète, critique et performance artist, David Antin est né en 1932 à New York et vit depuis 1968 à San Diego en Californie. Depuis 1971, à l'invitation de musées, d'universités, d'institutions culturelles, David Antin improvise des talk poems ou talk pieces ou tout simplement talks au croisement de la conférence, de l'anecdote, du monologue, de la méditation, du récit, du dialogue philosophique. Par des digressions en cascade, au gré de réflexions sur le cadre de l'adresse, sur l'art, objet, histoire, milieu, les institutions, la société, la mémoire ou le langage, un discours se construit, se déploie, dérive et s'observe, tandis qu'Antin parcourt imperceptiblement son motif. Certains de ces talks sont parus en recueil. On peut citer Talking at the Boundaries en 1976, Tuning en 1984, What It Means to Be Avant-Garde en 1993 et plus récemment I Never Knew What Time It Was en 2005 et John Cage Uncaged is Still Cagey en 2005 également. Ces Sky Poems, publicités qui ne vendent rien, ont été aérographiés dans le ciel de Los Angeles et de San Diego et ces Word Walks réalisés dans des parcs et jardins publics. Professeur émérite d'art de l'Université de San Diego, il a publié des articles critiques dans les plus importantes revues d'art aux États-Unis. Alors, dans la mesure où la nature même de la forme improvisée de David Antin interdit toute traduction préalable, mais qu'il paraissait souhaitable de ménager un accès à ceux qui ne comprennent pas parfaitement l'anglais, j'ai choisi de traduire une improvisation déjà parue, dont je lirai uniquement le tout début. Deux traductions de recueils de talks de David Antin en français sont actuellement en cours. Pascal Poyet est en train de traduire I Never Knew What Time It Was, donc le recueil de 2005. Et Vincent Broca, Olivier Brossard et moi-même traduisons What It Means to Be Avant-Garde. Et les deux livres devraient sortir fin 2007, début 2008 normalement. Donc je vais lire quelques pages. Je m'intéresse beaucoup moins à la révision et au polissage qu'à la différence entre l'imprimé et la performance. Évidemment, les deux sont possibles et intéressants pour représenter l'expérience. La performance est attirante par son immédiateté et sa force. L'imprimé par le fait d'être toujours disponible. Ce qui est pratique, bien que parfois illusoire, parce qu'il semble promettre une telle clarté et une telle durée. Et j'ai bien un penchant pour la clarté, mais pas tant pour la durée. Surtout, j'ai un penchant bien plus grand pour la performance, pour l'instant, pour ce type de performance dans laquelle l'instant me dicte où aller. Cet instant où je m'adresse à des gens qui sont venus m'écouter, même s'ils ne me connaissent peut-être pas, mais ont une certaine attente quant à ce qu'ils vont entendre. Je sais que si je suis ici, c'est que j'ai été choisie parce que quelqu'un a eu vaguement connaissance de mon nom, vraisemblablement tiré d'une liste de noms similaires. Et de fait, il s'agit d'une liste appelée « La Liste », comportant tout un éventail de personnalités du monde de l'art qui sont prêtes à faire des déplacements et des performances, ou à donner des conférences, ou simplement à se présenter et montrer leur travail. Et cet ensemble de performeurs, de conférenciers, de démonstrateurs inclut plein de gens très différents, et c'est très bien comme ça. Mais je suis sûre que cela réduit la probabilité que vous ayez des attentes bien précises quant à chacun de nous. Et je savais cela avant de venir ici, et j'ai pensé, je vais arriver dans une école d'art, et j'ai enseigné dans une école d'art. À vrai dire, non, je n'ai jamais enseigné dans une école d'art. J'ai enseigné dans une université, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais j'ai enseigné dans une école de musique, une fois, pendant 1 an. J'ai enseigné l'anglais dans une école de musique, une fois par accident. Je remplaçais un de mes amis qui enseignait là régulièrement, mais avait été sollicité pour adapter une pièce pour Broadway. Et c'était à la dernière minute. Et il avait un grand sens des responsabilités, et donc il m'avait recommandé pour le poste. Et il enseignait 2 cours là-bas. Un cours de composition anglaise, ça, c'était une entreprise juste un peu folle, enseigner à des gens qui ne sont pas très motivés comment écrire un anglais plus ou moins fluide et clair pour que ceux qui savent lire ne se fichent pas d'eux. Comme la plupart de mes étudiants étaient des musiciens, tous ne savaient pas lire. Et ils n'étaient pas tous enclins à rire du même type de choses qui faisaient rire mon ami. Mais comme il était à la fois généreux et poli, il ne riait jamais vraiment ouvertement aux erreurs risibles de ses étudiants musiciens. Il ne se laissait pas troubler par elles et se contentait de pointer les pires. Et comme je le remplaçais, j'ai fait pareil. L'autre cours était une histoire de la littérature anglaise et commençait avec Beowulf pour finir avec Joyce. Ça, c'était un peu plus particulier, à cause du vaste champ culturel et historique que j'étais censée couvrir. Mais j'ai pris la chose très au sérieux et chaque semaine, je préparais avec soin un cours sur la période et le style du poète Beowulf et Chaucer et William Shakespeare.
Et je me souviens avoir une semaine préparé les premiers livres du Paradis perdu. Après avoir relu l'ensemble de l'épopée pour cela, et m'être dit qu'il était extraordinaire et étrange que ce grand poète protestant ait composé cet exubérant poème baroque d'une sensualité toute catholique. Et j'ai été si frappée par cette lutte entre la langue et la doctrine que j'ai préparé ce que je pensais être un cours génial sur ce poème extravagant et michelangelesque. Et j'y pensais continuellement en me rendant à Mainz College par le métro aérien de la Pelham Bay Line, depuis le lieu où je vivais à l'époque, dans la maison d'un dentiste collectionneur qui était en déplacement en Extrême-Orient pour acheter de l'art, tandis que je vivais dans sa maison remplie de Bouddhas sur Benson Street, au sud du Bronx, près du pont de Whitestone. Et il se trouve qu'il neigeait ce jour-là. Il neigeait fort, tandis que le train passait au-dessus des petites maisons des ouvriers italiens, leur petit jardin rempli d'une couche de neige suffisante pour couvrir les menues statues et les rosiers dénudés enveloppés d'une bâche, et même les rochers des petites grottes. Et comme j'observais la neige tomber, je pensais, il va être formidable ce cours sur le faiseur d'images de la Renaissance et son poème digne de la chapelle Sixtine. Mais lorsque je suis arrivée par le haut de Madison Avenue dans ma salle de classe à Mainz College, seule une étudiante était arrivée, une charmante jeune femme japonaise, une violoniste qui ne parlait presque pas un mot d'anglais. Et tandis que je regardais fixement le visage plein d'espoir de mon unique étudiante, beau et plat et pâle comme une estampe japonaise, j'ai perdu tout espoir quant à Milton et à la Renaissance et à cette diction torturée, et nous avons parlé je ne sais pas comment, et pendant des heures, de l'hiver et de ces maisons japonaises qui sont si charmantes à voir, avec leurs shoji et fuzuma élégants, mais si froides que vous devez constamment porter des vêtements matelassés et que vos jambes sont pleines de crampes à force de rester à genoux sur ces gracieux petits tatamis, tandis que vous contemplez la splendeur glaciale de votre maison. De sorte qu'il n'est pas étonnant que si vous êtes violoniste et femme, et que vous en avez les moyens, vous voudrez quitter ces beautés pour vous installer à Manhattan dans un appartement avec le chauffage central et pour une carrière de concertiste. Et c'est de quelque chose comme ça qu'elle m'a parlé tant bien que mal, tandis que j'écoutais et que je me disais qu'il y a certaines choses auxquelles il est tout simplement impossible de se préparer. Mais je pensais, en venant ici, que j'allais dans une école d'art, et je pensais que je savais à peu près ce qu'était une école d'art, parce que j'avais vu pas mal d'écoles d'art, même si je n'y avais jamais enseigné. J'avais visité des écoles d'art dans beaucoup d'endroits. Et d'après mon expérience, les écoles d'art ont tendance à plus ressembler à d'autres écoles d'art qu'à autre chose. Et les gens qui vont dans les écoles d'art ont tendance à plus se ressembler entre eux qu'aux autres. Et même s'il s'agissait ici d'une école d'art à Memphis, dans le Tennessee, une ville dont je ne savais absolument rien sinon l'histoire de l'Égypte ou la vie sur le Mississippi, j'avais tout de même l'impression que je savais à peu près à quoi m'attendre. Parce que ce qui intéresse la plupart des gens dans les écoles d'art, c'est de faire des objets. Et moi, ça ne m'intéresse certainement pas de faire des objets. Mais je pourrais réfléchir à ce qui fait que les gens s'intéressent à la fabrication d'objets. J'y avais déjà réfléchi. Et il me semblait que la plupart des gens dans les écoles d'art qui s'intéressent à la fabrication d'objets veulent avoir le sentiment qu'ils font des objets doués de sens. Ils semblent vouloir faire des objets qui ont un sens. Parce que s'ils n'ont aucun sens, ces gens ne considèrent pas ces objets comme de l'art. Sauf peut-être s'ils sont suffisamment beaux ou suffisamment bien faits, comme les objets de quelque artisanat. Évidemment, ce n'est peut-être pas la meilleure manière d'en parler, mais la plupart des gens qui veulent faire des objets qu'ils considèrent comme de l'art veulent faire des objets qui ont un sens, un peu comme un énoncé a un sens. Mais ceci crée comme une légère difficulté, en ce que la parole semble se résorber en sa signification dans l'esprit de ses auditeurs, tandis qu'un objet, une fois qu'il quitte les mains de son créateur, a tendance à rester quelque part entre son créateur et tout destinataire potentiel. Et c'est cette capacité des objets à demeurer qui empêche qu'ils ne se dissolvent en un sens. Je sais bien que c'est cette aptitude des objets à durer qui fait une part de leur attrait, à la fois pour ceux qui veulent les faire et pour ceux qui veulent les percevoir. Cette tenace emprise physique sur l'existence qui donne à un artiste une sorte de droit à revendiquer l'attention des hommes, pendant un certain temps qui constitue une promesse, à la fois pour ses créateurs et ses destinataires, d'une espèce de survie dans cette durée. Et c'est une chose que nous percevons tous en tant qu'artistes, parce que même en tant que poète ou performeur, ce qui pour moi est presque la même chose, je veux faire une chose qui est toute l'immédiateté et l'impact d'un trait d'esprit, et qui pourtant pourra venir se représenter encore et encore à l'esprit comme une énigme zen, et demeurer assez longtemps pour cela, ce qui constitue une sorte de durée. Et donc je peux comprendre pourquoi vous voulez fabriquer quelque chose qui viendra se présenter encore et encore à l'expérience.
une chose qui livrera à chaque rencontre, et peut-être pendant longtemps, tout un ensemble d'expériences reliées, peut-être riches et mystérieuses et nouvelles. Et j'ai de la sympathie pour ce désir. Mais d'une certaine manière, ce désir en est venu à se confondre, comme vous le savez évidemment, avec l'idée de savoir combien de temps un objet pouvait bien durer. Et on pourrait véritablement faire l'histoire de cette convoitise d'objets susceptibles de durer à jamais. Et ce n'est pas pour rien qu'un poète romain bavard a voulu se vanter que sa parole survivrait aux monuments de marbre et de bronze, et que bien des années plus tard, William Shakespeare, qui avait lu ce poète romain à l'école et écrivait maintenant de vifs petits quatorzins, a repris courage à l'idée que quelques 1600 années plus tard, au gré de bien des accidents d'éducation et de transmission, il lisait encore ce poète romain, et il a été poussé à traduire cette grande fanfaronnade et à la répéter à propos d'un de ses propres poèmes. Ni le marbre, ni les monuments dorés des princes ne vivront tant que ma puissante rime. Ce qui sonne très bien, mais le mot-clé est ici « vivre », qui se trouve dans une drôle de relation au monument, aussi bien qu'à la parole, même si sa relation au monument est certainement plus comique. Je vais arrêter ici. En guise de présentation et d'hommage, nous allons projeter la vidéo performance de 7 minutes réalisée par Dominique Pasqualini en 2006, en juin 2006, je crois, et qui s'intitule David Antin, en un mot, With Guitar. Membre fondateur d'IFP, Information, Fiction, Publicité, Dominique T. Pasqualini réalise depuis 1980 des expositions, des films et des livres. Il a créé l'école Média Art Fructidor à Chalon-sur-Saône et vient de lancer la plateforme de production et d'édition Motion Method Memory.